Alphonse Daudet, aventure prodigieuse de Tartarin de Tarascon. Chapitre 12. De ce qui fut dit dans la petite maison du baobab. Pas une fois le brave commandant n'avait fait allusion au voyage en Afrique. Pourtant, quand la clameur publique devint trop forte, il se décida à parler. Un soir, le malheureux Tartarin était seul dans son cabinet, pensant à des choses tristes, quand il vit entrer le commandant, grave, ganté de noir, boutonné jusqu'aux oreilles. « Tartarin !» fit l'ancien capitaine avec l'autorité. « Tartarin, il faut partir !» Et il restait debout dans l'encadrement de la porte, rigide et grand comme le devoir. Tout ce qu'il y avait dans ce « Tartarin, il faut partir !» Tartarin de Tarascon le comprit. Très pâle, il se leva, regarda autour de lui d'un œil attendri ce joli cabinet, bien clos, plein de chaleur et de lumière douce, ce large fauteuil si commode, ses livres, son tapis, les grands stores blancs de ses fenêtres, derrière lesquels tremblaient les branches grêles du petit jardin. Puis, s'avançant vers le brave commandant, il lui prit la main, la serra avec énergie, et d'une voix où roulaient des larmes, stoïques cependant, il lui dit « Je partirai, Bravida !» Et il partit comme il l'avait dit, seulement pas encore tout de suite. Il lui fallut le temps de s'outiller. D'abord il commanda chez Bompard 2 grandes malles doublées de cuivre, avec une longue plaque portant cette inscription « Tartarin de Tarascon, caisse d'armes ». Le doublage et la gravure prirent beaucoup de temps. Il commanda aussi chez Tastavin un magnifique album de voyage pour écrire son journal, ses impressions, car enfin, on a beau chasser le lion, on pense tout de même en route. Puis il fit venir de Marseille toute une cargaison de conserves alimentaires, du pemmican en tablette pour faire du bouillon, une tente abri d'un nouveau modèle, se montant et se démontant à la minute, des bottes de marin, 2 parapluies, un waterproof, des lunettes bleues pour prévenir les ophtalmies. Enfin, le pharmacien Bézuquet lui confectionna une petite pharmacie portative, bourrée de sparadrap, d'arnica, de camphre, de vinaigre des 4 voleurs. Pauvre Tartarin, ce qu'il en faisait, ce n'était pas pour lui, mais il espérait à force de précautions et d'attentions délicates apaiser la fureur de Tartarin Sancho, qui, depuis que le départ était décidé, ne décolérait ni de jour ni de nuit. Chapitre 13. Le départ. Enfin, il arriva, le jour solennel, le grand jour. Dès l'aube, tout Tarascon était sur pied, encombrant le chemin d'Avignon et les abords de la petite maison du baobab. Du monde aux fenêtres, sur les toits, sur les arbres, des mariniers du Rhône, des portefaix, des décrotteurs, des bourgeois, des ourdisseuses, des taffetassières, le cercle, enfin toute la ville, et aussi des gens de Beaucaire qui avaient passé le pont, des maraîchers de la banlieue, des charrettes à grandes bâches, des vignerons hissés sur de belles mules attifées de rubans, de flots, de grelots, de nœuds, de sonnettes, et même, de loin en loin, quelques jolies filles d'Arles. Toute cette foule se pressait, se bousculait devant la porte de Tartarin, ce bon monsieur Tartarin, qui s'en allait tuer des lions chez les Teurs. Pour Tarascon, l'Algérie, l'Afrique, la Grèce, la Perse, la Turquie, la Mésopotamie, tout cela forme un grand pays, très vague, presque mythologique, et cela s'appelle les Teurs, les Turcs. Au milieu de cette cohue, les chasseurs de casquettes allaient et venaient, fiers du triomphe de leur chef, et traçant sur leur passage comme des sillons glorieux. Devant la maison du baobab, 2 grandes brouettes. De temps en temps, la porte s'ouvrait, laissait voir quelques personnes qui se promenaient gravement dans le petit jardin. Des hommes apportaient des malles, des caisses, des sacs de nuit qu'ils empilaient sur les brouettes. À chaque nouveau colis, la foule frémissait. On se nommait les objets à voix haute. Ça, c'est la tente abri. Ça, ce sont les conserves. La pharmacie, les caisses d'armes. Et les chasseurs de casquettes donnaient des explications. Tout à coup, vers 10 heures, il se fit un grand mouvement dans la foule. La porte du jardin tourna sur ses gonds violemment. « C'est lui !» criait-on.
C'était lui. Quand il parut sur le seuil, 2 cris de stupeur partirent de la foule. « C'est un teur ! Il a des lunettes !» Tartarin de Tarascon, en effet, avait cru de son devoir, allant en Algérie, de prendre le costume algérien. Large pantalon bouffant en toile blanche, petite veste collante à boutons de métal, 2 pieds de ceinture rouge autour de l'estomac, le cou nu, le front rasé, sur sa tête une gigantesque chéchia, un bonnet rouge, et un flot bleu d'une longueur. Avec cela 2 lourds fusils, un sur chaque épaule, un grand couteau de chasse à la ceinture, sur le ventre une cartouchière, sur la hanche un revolver se balançant dans sa poche de cuir. C'est tout. Ah, pardon, j'oubliais les lunettes, une énorme paire de lunettes bleues, qui venait là bien à propos pour corriger ce qu'il y avait un peu trop farouche dans la tournure de notre héros. « Vive Tartarin, vive Tartarin !» hurla le peuple. Le grand homme sourit, mais ne salua pas à cause de ses fusils qui le gênaient. Du reste, il savait maintenant à quoi s'en tenir sur la faveur populaire, peut-être même qu'au fond de son âme il maudissait ses terribles compatriotes, qui l'obligeaient à partir, à quitter son joli petit chez lui aux murs blancs, aux persiennes vertes. Mais ça ne se voyait pas. Calme et fier, quoique un peu pâle, il s'avança sur la chaussée, regarda ses brouettes, et voyant que tout était bien, prit gaillardement le chemin de la gare, sans même se retourner une fois vers la maison du baobab. Derrière lui marchait le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, le président Ladevèze, puis l'armurier Costecalde et tous les chasseurs de casquettes, puis les brouettes, puis le peuple. Devant l'embarcadère, le chef de gare l'attendait, un vieil Africain de 1830, qui lui serra la main plusieurs fois avec chaleur. L'express Paris-Marseille n'était pas encore arrivé. Tartarin et son état-major entrèrent dans les salles d'attente. Pour éviter l'encombrement, derrière eux, le chef de gare fit fermer les grilles. Pendant un quart d'heure, Tartarin se promena de long en large dans les salles, au milieu des chasseurs de casquettes. Il leur parlait de son voyage, de sa chasse, promettant d'envoyer des pots. On s'inscrivait sur son carnet pour une peau comme pour une contredanse. Tranquille et doux comme Socrate au moment de boire la ciguë, l'intrépide Tarasconnais avait un mot pour chacun, un sourire pour tout le monde. Il parlait simplement d'un air affable. On aurait dit qu'avant de partir, il voulait laisser derrière lui comme une traînée de charme, de regrets, de bons souvenirs. D'entendre leur chef parler ainsi, tous les chasseurs de casquettes avaient des larmes, quelques-uns même des remords, comme le président Ladevèze et le pharmacien Bézuquet. Des hommes d'équipe pleuraient dans des coins. Dehors, le peuple regardait à travers les grilles et criait « Vive Tartarin !» Enfin, la cloche sonna. Un roulement sourd, un sifflet déchirant ébranla les voûtes. « En voiture, en voiture ! Adieu Tartarin, adieu !»« Adieu tous !» murmura le grand homme, et sur les joues du brave commandant Bravida, il embrassa son cher Tarascon. Puis il s'élança sur la voie et monta dans un wagon plein de Parisiennes qui pensèrent mourir de peur en voyant arriver cet homme étrange avec tant de carabines et de revolvers. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver des histoires et des poésies sur ma chaîne Entendre lire.